C'est l'histoire d'un naufrage en Bretagne. Deux familles se noient sous les yeux des habitants de la côte. Pas un seul ne bougera pour leur porter secours. Nous sommes le 20 août 1901. Une terrible tempête balaie les côtes bretonnes. Au large de Plougrescant, dans les côtes d'Armor, un canoë est en prise avec des vagues menaçantes. L'embarcation ne tient pas la cadence, et alors que les occupants prient ou hurlent ou tentent de tenir une barre indomptable, survient une brusque saute de vent. La voile change brutalement de côté et projette tout le monde sur le même bord. Le bateau chavire. Des 17 personnes à bord, certains disparaissent sur le coup. D'autres s'agrippent à la quille qui finit par couler à pic. Les derniers survivants sont ballottés par la houle qui ne semble pas en avoir fini avec eux. Ils crient leur terreur. Sur les côtes de Plougrescant, les habitants sont regroupés. Ils entendent les cris des naufragés, mais aucun ne bouge. Personne n'ira porter secours. Mais pourquoi personne n'a porté secours aux personnes qui se noyaient alors que tout le monde les entendait? Pourquoi? À cause d'une légende, à cause de Yannick en Ode. Cité légende Bretagne. Bonjour. La dernière fois, je vous racontais l'histoire du grand écrivain breton Anatole Lebras qui a, depuis son enfance, souvent flirté avec la mort malgré lui. L'une de ses plus grandes douleurs est la perte de 9 membres de sa famille en même temps. Alors, que s'est-il passé ce 20 août 1901 au large de la baie de l'Enfer, en Côte d'Armor? Oui, c'est son vrai nom. Pourquoi Anatole Lebras n'était-il pas avec les siens ce jour-là? Pourquoi aucun secours n'a tenté de sauver les naufragés? Entre prémonition, drame et légende, je vous raconte l'histoire des naufragés de Plougrescant. C'est l'été, les vacances. La famille Lebras, depuis Tréguier, se rend en voiture à Port-Bénit dans la commune de Pleubian. Monsieur et madame Lebras, leurs 4 filles et leurs 2 gendres, leur petit-fils de 5 ans et la bonne de la famille passent la journée en compagnie de la famille Huin. Le soir venu et à l'heure de rentrer à la maison, la famille Lebras remercie leurs hôtes. Mais les fils de la famille Huin proposent, pour finir la soirée en beauté, de raccompagner leurs invités en bateau en longeant les côtes depuis Port-Bénit en Pleubian jusqu'à Tréguier en empruntant le Jodi. Ce bateau, c'est une embarcation que les Huin louent pour la saison. Autant en profiter. Pour la voiture, on verra plus tard. Le retour en canot, c'est quand même beaucoup plus épique. Les fils Huin vont trouver Pierre Le Briand, marin retraité, pour lui demander d'armer le bateau. Pierre Le Briand, il regarde l'heure tardive, il observe l'état du ciel et il connaît la marée. Il répond au jeune homme qu'ils sont bien gentils mais que lui, il n'est pas très chaud. Vu le temps, prendre le bateau, c'est pas du tout prudent. Mais les fils Huin, eux, ils n'ont pas très envie d'annuler la proposition faite aux Lebras. C'est quand même classe de naviguer pour rentrer. C'est un cadeau que leurs invités n'oublieront pas, ils feront mouche. C'est un effet qu'ils ne veulent pas gâcher. Les fils Huin insistent, Pierre Le Briand finit par céder en une phrase que je cite: « Si nous buvons la goutte, ça ne sera pas ma faute. » Arrivé à Port-Bénit, juste avant d'embarquer, Léon Marillier, l'un des gendres Lebras, lui, il ne le sent pas du tout, cette traversée. Il le dit, je ne veux pas embarquer. Et il se fait moquer par sa femme qui lui dit « Ah, t'as toujours peur de tout !» Bon il monte sur le canot, à contre-cœur. Arrêtez de vous moquer des gens. Ça fait des drames. 2 institutrices de Tréguier, les sœurs Jean, sont invitées à monter à bord de la Marie-Thérèse pour rentrer chez elles, pour profiter du voyage. Et elles, elles le sentent pas du tout non plus, donc elles déclinent l'offre, elles, et elles ne montent pas à bord. Elles préfèrent rentrer à pied, ce qui fait tout de même une 20aine de kilomètres pour rentrer dans la nuit. Qu'importe, elles préfèrent, et c'est avec effroi qu'elles apprendront plus tard ce à quoi elles ont échappé. C'est ainsi que 17 personnes, les Lebras, les Huin, leurs bonnes respectives et le matelot, prennent place sur la Marie-Thérèse. La première partie de voyage s'accomplit sans incident. Poussé par un vent favorable, le bateau file remontant l'estuaire du Jodi, quand, tout à coup, en face de la baie de l'Enfer, en Plougrescant, survient une brusque saute de vent. La voile change de côté. Au lieu de larguer l'écoute, Pierre Le Briand essaye de virer vent arrière. Tous les promeneurs sont projetés du même côté. Cette surcharge, jointe à la manœuvre de Pierre Le Briand, fait chavirer le bateau. Tout le monde tombe à l'eau. Quelques-uns essayent de se cramponner à la quille du canot, mais sous le poids, celui-ci coule à pic, au fond du chenal. Les naufragés essayent de lutter, mais du fait du vent et de la marée montante, la mer est forte et le courant violent. Ils appellent au secours, mais personne ne vient les secourir.
Léon Marillier parvient à saisir un aviron pendant que les filles Suin, à la nage, gagnent l'un une bouée, les deux autres l'île Loave. Après avoir lutté pendant plus d'1 heure, épuisé, il est jeté sur un rocher. Pendant ce temps, l'un des fils Suin, accroché à la bouée sur laquelle il est réfugié, parvient à saisir Madame Guillaume Marche, l'une des filles aînées Lebras, qui elle-même tenait son enfant, Yves, 5 ans, dans les bras. Les forces viennent à manquer au premier. Il dit à Madame Guillaume Marche de se soutenir un instant sur le bord de la bouée pendant qu'il se défaisait de ses vêtements. Il réussit à ôter son paletot et sa chemise et à s'attacher par ce moyen à la bouée. Mais hélas, épuisée, Madame Guillaume Marche ne peut résister plus longtemps et elle disparaît ainsi que son enfant. Ce n'est que vers 3 heures du matin que des cueilleuses de Coémont entendent des appels et trouvent Léon Marillier. Elles donnent l'alarme et ne tardent pas à rencontrer les douaniers qui se mettent à la recherche des naufragés et peuvent recueillir Léon Marillier, Henri et Robert Huin. Certaines sources indiquent que des habitants ont tenté de porter secours aux naufragés et que des hommes ont parcouru les côtes pour essayer de trouver des survivants. Mais non, pas du tout. Léon Marillier, l'un des 3 survivants, raconte tout autre chose et c'est Anatole Lebras lui-même qui nous transmet son témoignage. Lorsque, après l'engloutissement de la barque qui le portait, lui et les autres, le courant l'eut déposé sur le récif auquel il dut ne disparaître pas noyé, ce fut en vain qu'il emplit l'étroit estuaire marin du cri forcené de sa détresse. La côte était cependant assez rapprochée pour qu'il pût distinguer non seulement le profil des maisons, mais jusqu'aux ombres des gens dans le cadre des vitres encore éclairées. À tout instant, il se disait « On va venir !» Point. Les lumières du rivage s'éteignirent l'une après l'autre et personne ne bougea. Il cria toute la nuit, on le laissa crier. Ce n'est qu'à l'aube, remarquez bien, qu'on se décida enfin à recueillir cette épave humaine que la mer avait épargnée et qu'un secours moins tardif n'eût eu sans doute permis de conserver à la vie, à la science, à toute noble chose qu'il aima. Et pourquoi le secours ne vint-il que lorsqu'il ne pouvait plus servir qu'à prolonger la plus atroce des agonies physiques et morales ? Une femme de pêcheur à qui j'en faisais tristement reproche me répondit, en baissant la tête. « Oh, nous entendions bien les appels, ils déchiraient assez la nuit. Mais, à cause de cela même, nous croyions que c'étaient les âmes de l'enfer de Plougrescant qui hurlaient. » Alors, Léon Marillier, l'un des rescapés du naufrage de la Marie-Thérèse, s'en est voulu de ne pas avoir insisté plus lourdement pour ne pas embarquer. Lorsqu'il a eu le doute, la peur du naufrage, il a refusé tous les soins par culpabilité, et il est mort aussi quelques semaines plus tard. La mère a rejeté les corps pendant 1 mois, et à chaque fois il a fallu aller les reconnaître. Ils sont tous enterrés au cimetière de Tréguier. Anatole Lebras n'a jamais accusé la mère. Alors lui, il n'était pas là, il n'était pas présent parce qu'il était à Rennes. Il venait d'être nommé maître de conférence de la faculté de lettres de la ville et il y était à Rennes pour chercher un logement avec sa femme. Alors une chose dans l'histoire choque beaucoup. Pourquoi les habitants n'ont pas bougé un cil lorsque les naufragés appelaient à l'aide dans la mer ? Lorsqu'ils étaient en train de se noyer. C'est Anatole Lebras qui l'explique lui-même. Car elles vivent, ces légendes. Elles vivent dans le cœur des Bretons d'aujourd'hui presque aussi intensément qu'elles vécurent dans le cœur de leurs plus lointains ancêtres. Et l'une des légendes évoquées pour expliquer la peur des habitants de Plougrescant est celle des noyés hurleurs, qu'on appelle aussi Yannick-en-Aude. Les noyés dont les corps n'ont jamais été retrouvés ni ensevelis en terre sacrée errent éternellement le long des côtes. Il n'est pas rare qu'on les entende crier lugubrement dans la nuit. Tous ces noyés sont appelés communément Yannick-en-Aude. Yannick-en-Aude n'est pas méchant tant qu'on ne s'amuse pas à lui renvoyer sa plainte sinistre. Mais malheur à l'imprudent qui se risque à ce jeu. Si vous répondez une première fois, Yannick-en-Aude franchit d'un bond la moitié de la distance qui le sépare de vous. Si vous répondez une deuxième fois, il franchit la moitié de la moitié. Et si vous répondez une troisième fois, il vous rompt le cou. Un domestique de ferme revenait de conduire les bêtes au champ, un soir d'été, dans le temps où l'on commence à leur faire passer les nuits dehors. Comme il cheminait par un sentier de grève, il entendit sonner sur les galets les sabots de Yannick-en-Aude. Le domestique était un luron. Il savait toutes les histoires qui se débitent aux veillées d'hiver sur le compte de Yannick-en-Aude, et il s'était promis de les vérifier à la première occasion. « Ma foi, se dit-il, je vais en avoir le cœur net. » En garçon avisé, toutefois, il attendit d'être assez près de la ferme avant de répondre au
strident que poussait derrière lui le rôdeur de plage. Alors seulement, il poussa à son tour un « you » sonore. Yannick Cornotte fut sans doute interdit de tant d'audace car il se tut subitement. Le domestique constata qu'en revanche, il s'était fort rapproché. Sa silhouette apparaissait maintenant là-bas, à l'autre bout du sentier, toute noire dans le clair de lune. Voici les cris de reprendre de plus belle. Cette fois, le domestique n'y fit écho qu'arrivé au milieu de la cour de la ferme. Yannick Cornotte touchait à ce moment à la barrière. Il hurlait avec une rage croissante. Il y avait de la provocation dans sa plainte. Le domestique s'était mis à courir vite, vite, aussi vite que s'il avait eu des ailes au talon. Parvenu au seuil du manoir, il cria le troisième « You » en même temps qu'il refermait le lourd battant de chaîne. Un formidable coup s'abattit du dehors sur la porte. On eût juré qu'elle volait en éclats. Et la voix du hurleur s'éleva menaçante. « Passe pour une fois, mais si tu y reviens, je ferai de toi un homme. » Le domestique se l'est tenu pour dit. Les familles Lebras et Huin, lorsqu'ils ont chaviré, ont hurlé à l'aide, évidemment, et les habitants ont cru qu'il s'agissait de Yannick Cornotte. Ils étaient tous pétrifiés de terreur et ils n'ont jamais osé s'approcher des naufragés. Il n'y a pas de jugement à porter sur cette histoire. Comme je vous le racontais dans l'histoire d'Anatole Lebras, les contes, les légendes et la mort sont omniprésentes dans la tête des gens à cette époque. Les gens y croient et surtout, ils en ont peur. Anatole Lebras a appris le lendemain la terrible nouvelle de la perte de 9 membres de sa famille proche. Il aurait déclaré « Ce ne sont pas ceux qui partent que je plains, ce sont ceux qui restent. » Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement. Ça permet ma visibilité. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis qu'est la voir Véchal.